Et bonjour, bonsoir tout le monde, salut la France, salut l'Europe, bienvenue dans Et l'Europe bordel, pour ce petit quart d'heure de chauffe avant de recevoir notre invité. Salut Petit Nico, Pac-Man, bonjour à toi, Cowboy Étoile, Charles Maurice, bienvenue à toi également. Oui, on va pouvoir chanter l'hymne à la joie. Je ne sais plus les paroles en allemand, C'est libre mais... de droit par contre. C'est libre de droit donc Oui, c'est libre de droit, bien on sûr. va Oui. être striké. Ah non, c'est libre de droit, on peut le faire, c'est bon. Il est mort il y a plus de 50 ans, It's donc a joke. on est tranquille quand même, heureusement. Hello Artus 421, j'avais un bus 421 près de chez moi quand Super. j'habitais à Torcy. Bah oui, c'est important, tu sais, Super. la numérotation Double des bus. information. Vous savez, si vous êtes en parisien, il y a le Big Bang des bus ce week-end, attention, hein, il y a des lignes qui disparaissent et des lignes qui apparaissent. Le Big Bang des Le bus. Big Bang des bus, ouais, t'as pas fait gaffe. Et ben voilà, il y a Pas du 4000 tout. arrêts qui changent en fait, enfin qui sont Ah concernés. oui, si j'ai vu, il y a plein d'arrêts de bus nouveaux là, avec marqué votre nouvelle vie. Oui. Rebonjour Dart T042. Raphaël toujours salé des spoils. Non, ça c'est redescendu. Allez, c'est bon, on a pu Non, un mais goûter, on en a pu discuter, donc. En plus, tout l'émission va bien. était quand même très intéressante. C'était pas. Ah merci. Non, moi c'est j'adore sympa. parler de séries, mais c'est juste que je suis toujours un peu méfiant. Et c'est pour ça que je dis jamais aux gens quelle série je regarde parce que j'ai pas envie de qu'ils fassent des bourdes. Bon, j'espère que Thibaut. Mais voilà. Parce que en fait, Thibaut notre arrive invité avec est au niveau du Donald's, donc il faut le dire à Thibaut, peut-être qu'il le cherche. Voilà, notre invité arrive. Du McQuick. Hein Du à côté McQuick. du Donald Quick. Allez, sans plus tarder, hein, tant pis pour les retardataires, on va commencer par. Alors j'ai un Dorian sauvage qui dérange ma régie quoi. Donc oui, si tu veux bien envoyer le point valse s'il te plaît. Raphaël. Ah déjà, oh là. Ah ben oui, mais oui, on y va là. Ça rigole. Allez, Hop, boum, comme allez, diraient on est comme diraient les professionnel jeunes. hein. Donc, Allez attends, donc faut que je prépare. on balance, Clac. tac, Et, allez, c'est c'est parti. C'est l'heure du point valse, n'est-ce pas? J'espère que les retardataires ne seront pas déçus. J'ai baissé un peu le son. Ouais, mais c'est déjà très agressif. Hein. Ça va très bien la barre là. Bienvenue, c'est l'heure du point valse. Alors un tout petit point valse, hein, parce que bon, je sens bien que vous avez perdu la foi, hein, mais donc je suis allé voir sur. C'est bon Thibaut, tu as trouvé notre invité? Non, il est au niveau du McDo. Faut que tu ailles le chercher. Ok. Du voilà. Donc, alors, au revoir Sylvain. Est-ce qu'il est toujours vivant politiquement? En tout cas, il est toujours en campagne à Barcelone, hein, et plus que jamais, comme vous allez le voir. Donc, vous voyez derrière moi, il y a 2 tweets récents là, que je suis allé chercher tout à l'heure. Donc, bah, oh, non, merde. Ça y est, je vais casser le mat. Oh, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, je me permets. Il faut que je le dise. Voilà. Il faut que je le dise. Il faut que je balance. Non, c'est bon. Il y a O-Gaming qui fait, je sais pas, une sorte de fête à côté. Ils ont ramené du poulet. Ça sent, il y a une odeur de poulet partout. Oui, il y a du poulet tikka, un truc comme ça. Désolé, Oui. je suis très Ouais, t'es vegan en plus, ça doit te choquer. C'est exactement. Oui, alors vous avez 2 tweets derrière. Alors, évidemment, il ne pouvait pas s'empêcher de faire une référence à Notre-Dame de Paris quand même, parce que bon, il reste aussi français dans son cœur. Hein. Manuel Valls, il a beaucoup vécu à Paris, hein, depuis qu'il a 19-20 ans. Et en fait, regardez, il a tweeté une peinture de son père, Xavier Valls, ou Rabière, je ne sais pas comment il faut le prononcer, ou Javi, je ne sais pas si c'est en catalan. Je sais pas si c'est sa mère ou son père qui est catalan, mais ou ses parents. C'est ses 2 parents. C'est 2 parents. C'est 2 parents, ouais. Enfin, au moins, du coup. C'est au moins son père, mais et regardez, il a donc tweeté une œuvre de son père, donc en mettant bien Xavier Valls. Et on dit bien Notre-Dame de Paris, ça traverse de la Mirada y de la Pintola de mi padre. Voilà, c'est parce que bah, vous savez, en fait, vous savez peut-être pas, mais son père, Xavier Valls, hein, était un peintre. Et c'est pas vrai. Il a même appris la technique du vitrail. J'ai vu ça là, sur sa fiche Wikipédia qui existe et qui est assez complète. Il a même aidé Fernand Léger. Voilà, c'est quand même pas n'importe qui. Je crois qu'il y a un support qui est cassé parce que l'écran il penche. Ah, attends. Ouais. Je vais passer. Tu veux regarder dans là... Excusez-nous. Ouais, non, voilà, ça tient pas. Il faudrait resserrer, je pense. Enfin, bon. On a la case. Il a même. Et voilà. Et alors donc c'est le père de Manuel Valls est un vrai peintre. Hein, c'était pas juste un hobby. Hein, c'était
il faisait de l'art, et c'était son métier, il en vivait un peu. Et tant pis, de toute façon, après, on gérait sur les canapés, donc tant pis pour l'écran. Et alors que, regardez, oh, qui passe derrière moi, il a pas de tête. Il s'agissait de Raphaël. Et voilà. Ok, on touche plus à rien, merci. Voilà, c'est bon, merci. Et il a même reçu en 93 la médaille d'or du mérite des Beaux-Arts, et il a été fait commandeur des Arts et des Lettres en France en 2000, où il a reçu aussi la même année en 2000 le prix national des arts plastiques de Catalogne. Quand même, hein, c'est pas n'importe qui. Salut Sorbiou, salut Malkaor. Et deuxième tweet que je voulais vous montrer de Manuel. Alors c'est pas Manuel Valls pour le coup, c'est pas Manu qui parle perso, c'est la campagne, là c'est Valls BCN 2019. C'est Valls Barcelone exactement, merci Raphaël. N'hésitez pas à tweeter sur le hashtag ValsBCN 2019. Où en fait là, vous voyez, c'est un truc un peu bourrin. Il fait la liste des, enfin son équipe de campagne donne la liste des désertions dans l'équipe d'Ada Colau, et donc ils prennent une photo qui doit dater de son élection, en tout cas d'un discours en début de mandat, et tous les gens qui l'ont quitté. Putain, ça balance dur, hein, là, ça tire à balles réelles. ça tire à balles. Ça tire à balles réelles. Ça balance pas mal, Ils ont barré là comme ça, et puis il y a effectivement du monde qui a quitté Ada Colau. Bon, c'est la vie en politique, hein, les gens sont pas non plus tout le temps fidèles toute leur vie à la même personne. Hein. Même Castro. Hein, même Castro, il n'est pas toujours fidèle. Non, exactement, ouais, même Castro. Okay, merci, c'est super. Non, pas mal, 5 sur 6. Allez. Et même avec la petite blague, le dernier fermera bien la porte. Hein, c'est un peu comme en français on aurait pu dire le dernier qui part éteint la lumière. Et voilà, bah, c'était tout pour notre point Valls. Hein. Donc Valls BCN 2019. N'hésitez pas à l'interpeller sur ce compte en castillan ou en catalan. Ada Colau qui risque de ne pas gagner les municipales. Alors est-ce qu'elle pourrait s'en sortir avec une coalition? Mais il y a peu de chance, mais il serait deuxième ou troisième par contre. Et alors avant de passer à 2 élections qui ont eu lieu en Union Européenne récemment, je vous invite à bien noter là cette petite barre au-dessus de Raphaël qui est à la moitié, donc 60 € sur 120 à récolter pour l'équilibre financier des émissions de cette semaine. Sortez le carnet de chèques. Merci. Et donc, eh bien, je vous invite à donner même un peu pour remplir cette barre, et ça fera bien plaisir à Perceval et à Yuki aussi, hein, qui tiennent les rênes de l'association. On peut dire que pour l'instant, tes émissions ont été payées là. Ah là, franchement, là, en tout cas, les miennes sont payées. Hein. Non, c'est bien. Allez, on passe à la Finlande. Donc, il y a eu des élections en Finlande, c'était ce week-end. Et alors, comme le montre, alors merci Wikipédia pour les résultats. Alors là, vous avez au-dessus de moi les logos des partis qui devraient participer. Alors peut-être qu'ils font pas une coalition à 5, mais en tout cas, qui ont tous dit en campagne qu'ils ne participeraient pas à une coalition où il y aurait le parti des Finlandais patriotes, le parti des Finlandais, quoi, ou qu'on avait aussi appelé à un moment le parti des vrais Finlandais, le Finns Party là en anglais, que je ne me risquerai pas à prononcer en finnois, qui est arrivé deuxième et qui a seulement un siège d'écart avec les sociodémocrates, qui sont donc les vainqueurs de cette élection. Hein, vous voyez sur le tableau là, à l'autre côté, ils ont fait 17% et ils ont 40 sièges. Et donc il pourrait être leader d'une coalition qui réunit à peu près tout ou partie des partis dont vous voyez le logo au-dessus de moi. Et bon, bah voilà, donc ça reste une coalition vaguement centre-gauche, avec des écolos probablement qui ont fait quand même un assez bon score, hein, 11,5. C'est pas mal, et oui que c'est un pays où vous faites 11,5% et vous avez 20 députés sur 200. Bah ma foi, en France, vous faites ça, vous pouvez avoir 0 député. Hein, donc c'est là que vous voyez que c'est pas la même chose selon les systèmes électoraux. Salut à toi, Gia25. J'ai pas compris le pays qui n'a pas de... Ah, la Finlande. Waouh, ok, le jeu de mots, Finlande, début, d'accord. Ok, merci, je sens que t'es en retard sur le calembour de l'émission de tout à l'heure, en fait, Cowboy Étoile. Hein. Le début land, voilà, le début land, très bien. Voilà, bah c'est la fin de la Finlande, hein, vous savez. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore formé de coalition, donc on ne sait pas qui est le nouveau Premier ministre et si c'est bien. J'avais pas vu. 6,6. Ouais, ils ont fait rien du tout. Alors j'ai mis il y a plein d'autres partis qui ont eu zéro siège. Je me suis arrêté dans ma copie d'écran au dernier parti qui avait au moins un siège et qui est la coalition de Haaland.
et en fait qui a un siège alors qu'elle fait moins de voix que le C'est ce que Parti j'allais dire. Pirate, mais ça, et aussi que le Blue Reform là, et je pense que c'est dû au fait qu'il doit avoir un siège réservé à Åland, Ah qui est ouais. d'ailleurs suédophone, je pense. Et c'est des îles en fait dans la mer Baltique, et il est probable qu'ils aient un siège réservé pour eux en fait. Parce que là, c'était combien le minimum pour avoir un parti? C'était Aucune idée, il doit y avoir un seuil à 4 ou 5, je 2%. sais pas. Bah ouais, t'as Mais non, en fait, 2,3%. même pas, non, parce que ce sont des. J'ai pas regardé dans le détail exactement, mais il y a des. Comment ça s'appelle des circonscriptions. Et c'est de la proportionnelle parmi les circonscriptions, tu vois. C'est-à-dire que comme ça empêche qu'il y ait que des gens D'accord. de Helsinki, tu vois. Enfin, qu'il y ait que les régions peuplées qui pèsent lourd. Et donc, forcément, tu vois, t'as aussi. Comme ça, t'es sûr d'avoir des élus des régions peu peuplées du nord du pays. Donc ça équilibre un peu. Donc ce qui explique effectivement pourquoi il y a des... Voilà, merci. Ok, donc la régie me fait Non, accélérer. pardon, On excuse-moi. passe directement à l'Estonie. Non mais c'est bon, on avait fini. Ah bon, Voilà. d'accord, excuse-moi. Donc dans ce petit pays d'Estonie Oh. qui a voté. Alors par contre, merde. Alors oui, ici, grosse préparation. J'ai pas noté la date de l'élection, mais c'était en début du mois. C'était le 4 avril, je crois. Ils ont voté et il y a eu des élections et ça y est, on a la coalition qui en sort. En fait, les libéraux ont gagné le parti de la réforme. Ils ont 34 sièges sur les 101, mais ils ont été incapables de faire une coalition qui a pu obtenir une majorité au Parlement estonien. Et donc, en fait, c'est une coalition de centre-droite et d'extrême droite qui a gagné là. Et donc, C'est pas plus mal, de... le nom des partis est pas mal quand même. Là, ils sont traduits en Parti de la français, réforme. sauf oui, partie de la réforme. Ouais. Mais heureusement que c'est pas en estonien parce que ça aurait été illisible. Tu sais, tu connais l'estonien, toi? Bien sûr, moi je parle 3 langues différentes. D'accord. Et Dont donc le c'est français. Isama, le Parti populaire conservateur et le Parti du centre qui ont fait une coalition tous les trois et qui donc alors c'est le KESK, IE et EKRE pour avec leurs initiales estoniennes. Et donc je ne sais plus. Alors désolé, j'avais 5, j'ai pas noté le nom du Premier ministre parce que je me suis dit que c'était pas très important dans la mesure où on ne savait pas qui c'était. Mais ce n'est pas la dame qui dirige le Parti de la Réforme qui aurait pu être Première ministre, mais qui donc ne le sera pas, puisqu'elle n'a pas réussi à obtenir de majorité au Parlement estonien, et donc qui donc revient au centre droit et à l'extrême droite en fait, puisque le Isama est un parti qu'on pourrait qualifier de très très droite. Effectivement, Jüri Ratas, tu as raison, c'est ça, c'est le nom, ça me revient. Je l'avais vu noter. Et voilà pour nos amis de l'Estonie. Et donc le petit moyen mnémotechnique, si vous voulez placer les 3 pays baltes sur la carte sans vous tromper, eh bien c'est dans l'ordre alphabétique du nord au sud: Estonie, Lettonie et Lituanie. Et ouais, messieurs, dames, et ouais. C'est dans Hein, pas mal hein, comme ça. Hein, C'est quoi le moyen j'avais peu d'amis au collège. Hein, Oui, C'est quoi le moyen mnémotechnique, t'as dit? c'est ordre alphabétique du nord au sud. Estonie, Lettonie, D'accord. Lituanie. Et voilà. C'est bien, ça m'intéresse très peu, mais vas-y. Super. Tu me fais répéter, mais c'est parce que tu t'en fous. Très bien. Non, non, en vrai, je voulais vraiment savoir. Alors, Ok. un petit point sur le Brexit quand même, hein, parce que bon, il se passait quelques trucs, je sais pas si vous avez remarqué. Et il se pourrait qu'ils votent avec nous le 26 mai, mais c'est pas sûr. Mais bon, en attendant qu'on sache, eh ben, ils vont commencer à faire campagne. Je vous imagine le. C'est bordel. On fera toute C'est une vraiment le campagne pour bordel, rien, ouais. quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que, en fait, ça se trouve, nous, on va élire 79 députés, mais peut-être pas. Et donc, il y en aurait 4 ou 5, je sais plus, qui devraient attendre. Donc là, en fait, ça veut dire que les Britanniques vont commencer à faire campagne pour le 26 mai. Je sens qu'il y en a, parce qu'il y a du monde dans le studio, et il y en a qui essayent de me déconcentrer, mais je suis un vrai professionnel. Et, donc, forcément, on a fait quelques petits. Alors, Theresa May peut-être ne partira pas à la campagne. Merci WM Alain. Bienvenue à toi. Si tu nous aimes, n'hésite pas à sub, hein, n'hésite pas à follow. C'est fait, mais Ça n'hésite peut-être pas à agresse faire les un don. nouveaux viewers. Ah, comme moi ça, direct, hein. moi je prends, tu sais, hop. Et donc, il y a eu un petit sondage. Là, YouGov a fait un sondage pour savoir un peu ce que voteraient les Britanniques pour les élections européenne, si jamais ils y participent, bien sûr. Et oui, que le UKIP perd beaucoup de voix, puisque Nigel Farage est parti. C'est des bons résultats pour le Labour, hein, enfin les travaillistes. Et le personnel aussi, d'ailleurs. Mais très très mauvais, par contre, pour les conservateurs. Hein. Theresa May, voilà, elle ferait 15%, quoi, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Mais par contre, en fait, Nigel Farage, il a fondé un parti qui s'appelle le Parti du Brexit, et il s'est pas emmerdé. Et le parti existe depuis janvier de cette année. Et il est déjà crédité de 27% d'intention de vote. Pour ce premier sondage, quoi. Et il y a un autre sondage qui les met à 23, mais enfin voilà, vous voyez l'esprit. Et c'est vous dire si bon, les gens ils votent pour le Brexit, quoi, mais c'est peut-être extrêmement majoritaire, mais c'est marrant, quoi. Le mec il fonde le UKIP, il gagne des élections, il gagne un référendum, il s'en va et puis il revient par un autre morceau
enfin par la fenêtre avec un autre parti. C'est n'importe quoi. Voilà, bah écoute, bienvenue à toi, Blueby106. On est content. Et nous aussi, on te trouve très très beau. Surtout cet emoji là qui est quand même magnifique. On dirait un corgi, je pense. C'est un corgi, Ouais, c'est absolument. mes chiens préférés, je pense. Waouh. Voilà, alors écoutez, il est 45, c'est parfait. Nous allons donc accueillir sur le plateau canapé d'Acropolis un jeune candidat. C'est le plus jeune de la liste de la France Insoumise. Il est probable que ce soit même le plus jeune de tous les candidats en France, si ce n'est en Europe. Alors, bon, il y a des chances qu'il y en ait d'autres qui ont aussi à peu près ce même âge, de 19 ans. Il s'agit de Landry Ngang, pardon. Il est donc 28e sur la liste de la France Insoumise. Et il vient de Saint-Denis et apparemment, et d'après ce que je lis sur sa fiche, il a découvert la France Insoumise un peu par hasard en voyant une vidéo de Jean-Luc Mélenchon. Et là, j'ai envie de faire une blague sur les gens qui découvrent les vidéos de François Asselineau, mais ça ne parlera qu'aux habitués. Excusez-moi. Et donc, il a commencé à militer à la France Insoumise. Le N ne se prononce pas. Bah écoute, j'ai entendu Landry le prononcer dans une vidéo qu'il présente, donc je me suis permis de le prononcer. Hein. Bah, on pourra lui demander tout à l'heure si tu veux. Hein, s'il faut prononcer ou non le N, il y a toujours débat. Et moi, j'ai entendu les deux, donc je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai été l'écouter d'abord pour savoir si oui ou non ce N se prononçait, mais on pourra lui demander. Hein. Donc, bah, écoutez, pour l'instant, il a milité et il a retenu 3 choses, si j'en crois encore sa fiche. Son investissement contre la lutte contre la loi ORE, donc la loi, c'était quoi? La réforme des orientations, réforme, le truc de Parcoursup, c'est ça? Non. L'occupation de Paris 8 et l'investissement dans la campagne de rencontre nationale des quartiers populaires, qui était, je crois, une manifestation de la France Insoumise. Mais alors ça aussi, il pourra nous en dire plus. Bienvenue à tout le monde, merci d'être si nombreux. Déjà, on se fait une mini pause le temps que... Pac-Man, t'étais avec lui peut-être à l'occupation de Paris, peut-être que vous êtes croisés alors. Donc on se retrouve dans quelques minutes, le temps que j'enfile mon micro-cravate et que je m'assois sur le canapé d'Acropolis. Et à tout de suite. T'envoies là, hein, c'est bon. Ouais, Merci. t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Salut. Merci.
Et bonjour, bienvenue à nouveau dans Et l'Europe bordel. Et donc je suis sur le plateau canapé d'Acropolis où j'ai juste en face de moi Landry Ngang. Et si, on peut prononcer le N, il me l'a dit là tout à l'heure, là, pendant le décompte magique d'Acropolis qui parfois augmente un peu. On peut le prononcer, mais si vous voulez pas le prononcer, vous avez le droit. Il faut juste savoir faire, je sais pas quoi. Faut mâcher le N en fait. Voilà. C'est soit on prononce N-gang en prononçant bien le N et le gang, soit on prononce gang. Okay. Sauf que personne ne sait le faire, donc je reste sur le N-gang. C'est comme le The anglais si t'as pas appris. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, ok. Merci. Eh ben, bonsoir Landry et merci d'être venu jusqu'à nous à Ivry sur le plateau d'Acropolis. Donc si j'ai bien compris en lisant ta fiche et en voyant des choses que tu expliques dans divers médias où tu es passé, tu serais un des plus jeunes candidats, enfin le plus jeune de la liste. Le plus jeune de la liste, oui. Qu'est-ce qui amène un jeune homme de 19 ans de Saint-Denis à se retrouver candidat sur la liste de la France Insoumise pour les élections européennes de 2019 ? C'est la volonté d'être représenté dans les médias, d'être représenté sur les listes, d'être représenté en politique, parce que malheureusement, les jeunes de quartier populaire, parce que c'est ma principale casquette, on s'engage peu en politique, et quand on s'engage, on prend peu de postes de responsabilité ou peu la parole dans les médias ou sur les listes électorales. Donc la première liste était sortie, j'avais remarqué qu'il y en avait peu de jeunes des quartiers populaires, il y avait Rani, il faut souligner, et c'est vraiment dans cette volonté de montrer qu'on peut prendre le pouvoir, qu'on peut occuper un poste à responsabilité, que je me suis engagé sur cette liste. Une volonté d'être de représentation, voilà, d'être un exemple et d'espérer plus tard que d'autres jeunes des quartiers populaires eux aussi se lanceront dans la voiture et oseront poser leur candidature pour des prochaines listes électorales, pourquoi pas les municipales d'ailleurs. D'accord. Et comment ça s'est passé en fait ? Tu es adhérent à la France Insoumise ou... Oui. En fait, il n'y a pas d'adhérents, c'est vraiment des militants France Insoumise. On se retrouve tous derrière un programme. J'ai posé ma candidature au comité électoral. Ils ont parlé entre eux, ils ont retenu ma candidature. Ensuite, j'ai eu une rencontre avec plusieurs membres justement de ce comité qui, après un entretien, m'ont annoncé que c'est bon, j'étais retenu sur la liste. D'accord. Alors, je rappelle le principe de l'émission. Donc, c'est vous, là, dans le chat, qui pouvez poser vos questions à Landry et je les lui pose. Ou alors, s'il les lit et que si tu as envie de répondre à des questions que tu vois, tu peux le dire, il n'y a pas de problème. Mais alors, donc, on va évacuer un sujet désagréable tout de suite. Le Venezuela. Non, voilà, je laisse le chat parler du Venezuela si on veut, mais bon, comme t'es pas avec Mélenchon... ça devrait passer. Non, il y a une petite crise là à la France Insoumise avec... le départ de Guénolé ? Ouais, Thomas Guénolé. Moi, ma question c'était, est-ce qu'il est encore candidat ? Non, il s'est éjecté de la liste. En fait, le cas Guénolé, c'est que maintenant à la France Insoumise, on a une cellule qui traite les cas d'harcèlement ou d'agression sexuelle au sein de la France Insoumise ou concernant un militant ou candidat de la France Insoumise. Thomas Guénolé étant candidat, la cellule a informé le comité électoral qu'il y a une plainte à son encontre. Thomas Guénolé n'a pas souhaité se défendre en interne et a préféré directement crier le fait que Jean-Luc Mélenchon soit le dictateur de la France Insoumise, un lien douteux et une remarque assez sexiste sur Sophia Chikirou, tout en éludant la cause sur laquelle il a été mis en cause, l'harcèlement sexuel. Donc je respecte sa présomption d'innocence, la France Insoumise aussi, mais il est parti avant que l'affaire soit traitée. Parce que la France Insoumise, les instances internes n'ont pas dit qu'il était coupable, l'affaire était toujours en cause. Donc on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a décidé comme ça du jour au lendemain de claquer la porte. Surtout que comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, il n'avait jamais laissé de signe avant-coureur. Ah oui, moi j'étais surpris. Moi aussi, je me suis levé ce matin après avoir lancé 3 fois mon réveil et je vois que il décide de partir comme ça de la France Insoumise en exposant ce point-là. Donc on verra ce que ça donne. Ok, alors il y a une question un peu rude là de la part de Gaël Gallois. Est-ce que tu as une chance d'être élu en étant 28e sur la liste ? En faisant un score quasiment salinien, oui, je pense que je peux être élu. Non, faut qu'on soit quasiment à 25-30%. Bon, ça me paraît quand même difficilement atteignable, mais bon, c'est pas grave. Si moi je ne suis pas élu, tous ceux devant moi seront plutôt de très bons députés, en prenant l'exemple de Manon Bry ou Anne-Sophie Pelletier. Donc je m'en fiche de moi pas être élu tant que ceux devant moi porteront notre programme avec brio. Comme l'a fait d'ailleurs Younous Omardier, seul pour l'instant, et il a obtenu de belles victoires, comme l'interdiction de la pêche électrique en Europe. Ouais, bon, pas tout seul, mais... Oui, il a été aidé, mais bon, on peut dire quand même qu'il a bien porté avec les associations, quoi. Donc les Verts s'engagent notamment dans la campagne.
Effectivement, Younous Oumarji, qui est actuellement un député et qui est le seul sortant, je crois, de la liste. Avec maintenant Emmanuel Morel. Ah oui, Emmanuel Morel, qui vient du Parti Socialiste, effectivement. C'est ça. Merci de le préciser. Il y a une question là de Charles Maurice, mais sur s'il y a des faits qui laissent penser que Guénolé sera un agresseur sexuel, pourquoi est-ce que le parti devrait gérer ça en interne avant de demander à la justice? Est-ce que tu veux répondre? Moi, je veux juste. Je peux répondre. En fait, c'est le fonctionnement des partis politiques. C'est le fait que la justice actuellement ne prend pas au sérieux les cas de plainte concernant des harcèlements sexuels ou même pire, des cas de viol. Il y a juste à voir les statistiques dessus. Donc, le parti recueille d'abord une première parole, la parole des femmes quand elles décident de parler en interne, ensuite traite le cas. Par exemple, je sais pas, on va continuer sur Guénolé. Si Guénolé est vraiment reconnu coupable en interne parce qu'il y a eu des preuves, etc., des messages ou qu'il le reconnaît lui-même, le parti prend une sanction et ensuite c'est à la plaignante ou non de décider de poursuivre cette affaire-là en justice. Donc là, le cas de Thomas Guénolé était en cours de traitement, donc il n'était pas reconnu coupable. Il y avait une enquête interne, c'est ça? Il y avait une enquête interne qui était en cours et il a décidé de ne pas déjà, se défendre en interne, 2, saisir son avocat, 3, cracher sur la France Insoumise, puis partir. Donc pour le coup, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Je vous invite, si vous voulez être au courant de l'affaire, vous pouvez aller voir sur le Twitter de Thomas Guénolé. C'est bien Thomas, hein, oui. C'est ça. Thomas Guénolé a fait un tweet, communiqué, et la France Insoumise a fait un communiqué derrière pour dire que le comité électoral et les instances qui s'occupaient de ce genre de procès, ce genre d'affaires, étaient saisis, enquêtaient et n'avaient pas encore rendu de jugement. Donc voilà, les deux côtés, on a répondu. Maintenant, on verra ce qui se passe. Alors j'avais une question, on va rester un peu dans le fonctionnement interne de la France Insoumise, parce que j'ai parlé du comité électoral tout à l'heure dans l'émission de début d'après-midi, parce que pour Thomas Guénolé, j'ai parlé du comité électoral. Laurent Treleu voulait savoir ce qu'était ce comité électoral en fait et comment il fonctionnait. Parce que tu en as rapidement parlé sur ta candidature. En fait, le comité électoral est composé de 55% de personnes qui ont été tirées au sort, et du coup 45 personnes, dont Manuel Bompard, qui eux s'occupent de l'interne, le national comme on l'appelle. Donc ces personnes-là, je rappelle, plus de la moitié ont été tirées au sort, s'occupaient de sélectionner ou non les candidats et les retenir ou non sur la liste. Donc ces personnes-là ont composé une liste de 79 noms qui a été ensuite votée au moment de la Convention nationale et qui a été très majoritairement retenue. Voilà comment fonctionne le comité électoral. Et franchement, je ne connais pas d'autres mouvements. Alors la Convention nationale, c'était quoi? La Convention nationale, ça se déroule chaque année, généralement en décembre. Cette fois-ci, c'était à Bordeaux. Et les Insoumis qui ont été tirés au sort pour participer à cette convention se sont occupés de voter sur plein de trucs. Donc sur la liste, sur le programme qui est juste ici. Ah, il est venu équipé. On est l'un des seuls à avoir un programme déjà ficelé, donc autant en profiter. Mais je disais, pour la convention, donc on a voté le programme, on a voté justement la mise en place de la cellule d'écoute et vigilance, on a voté la liste qui a été retenue et on a voté plein d'autres trucs en interne sur le financement, les groupes d'action, etc. etc. Donc voilà un peu comment s'est déroulée la mise en place de la liste, en toute transparence. Alors, il y a une question d'Azurich, puisqu'on parle du fonctionnement. Est-ce qu'indépendamment de ce que dit Thomas Guénolé, qui part un peu, je sais pas, mauvais perdant, j'en sais rien, mais est-ce que tu penses que la France Insoumise a un fonctionnement démocratique ? Oui, on a un fonctionnement démocratique. Après, on a un mouvement et pas un parti. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas de congrès. Et ça, c'est une volonté pour l'instant assumée. Mais le mouvement est jeune. Peut-être que dans 2 ans, on décidera de mettre en place un congrès, de voir s'il y a des tendances qui se dégagent dans la France Insoumise et comment on les laisse s'exprimer. Pour l'instant, le mouvement marche de manière à ce qu'il y ait les groupes d'action au niveau local qui s'occupent et qui sont totalement indépendants, qui n'ont pas de compte à rendre au national. Et il y a le national qui s'occupe de gérer et d'impulser des campagnes, comme par exemple les rencontres nationales des quartiers populaires qui ont été impulsées par un député, Éric Coquerel, et par un livret thématique, le livret quartier populaire justement, aidé du livret antiraciste. Ensuite, pour tout ce qui est affaires politiques, politiciennes, c'est plutôt le groupe de députés à l'Assemblée nationale qui s'occupe de fixer une ligne politique, parce qu'ils ont toute la légitimité, ils ont été élus pour fixer une ligne politique. Donc le fonctionnement de la France Insoumise, je résume, marche du côté politique à l'Assemblée nationale, donc avec son président de groupe Jean-Luc Mélenchon, des livrets thématiques, donc ça soit antiracisme, quartier populaire, éducation, etc., etc. Le national avec son équipe et ensuite les groupes d'action sur le terrain. Ok. Alors, je voulais revenir sur justement les quartiers populaires, puisque dans les 3 choses qui t'ont marqué dans ta fiche, là, tu expliques qu'il y a cette... Alors, j'ai pas noté le nom là exactement, mais tu vas pouvoir nous le dire. En fait, en quoi ça consiste Les rencontres nationales des quartiers populaires. Voilà, merci. Ouais.
En fait, c'était un événement qu'on souhaitait mettre en place, mais on n'avait pas encore décidé de forme. C'était en gros faire partout en France plein de réunions dans les quartiers populaires, en bas des bâtiments, en bas des tours, pour mettre en commun tous nos problèmes. Donc, on voyait que de Paris à Marseille, en passant par Saint-Denis et Bobigny, on avait tous les mêmes problèmes. C'était des problèmes d'ascenseur, c'était des problèmes de transport, c'était des problèmes d'accès aux services publics, c'était des problèmes dans l'éducation, etc., etc. Mais il fallait qu'on se rende compte tous ensemble qu'on avait vraiment tous les mêmes problèmes et qu'on avait tous les mêmes solutions à proposer. Donc, on a organisé une campagne qui s'est déroulée de mémoire sur 4 mois, qui a débouché ensuite aux rencontres nationales des quartiers populaires qui se sont déroulées à Épinay, où on a rassemblé à peu près 500 personnes, où sur la journée, on a fait 3 grosses sessions pour mettre en commun des solutions à apporter aux quartiers populaires. Donc de mémoire, il y avait la question du racisme, il y a eu la question des services publics, et il y a une dernière question que j'ai plus en tête. Les emplois aidés, les associations. Ça rentrait plus dans les services publics, etc. Mais oui, on a abordé cette thématique-là. Donc toute la journée, les gens ont réfléchi à ces problèmes, aux solutions qu'on pouvait apporter, et à la fin, on a mis tout ça en commun et on a écrit et gravé les solutions proposées dans le marbre. Maintenant, le livret thématique quartier populaire va se saisir de toutes les propositions qui ont été faites et ceux qui n'étaient pas déjà dans le programme. Je crois qu'il faut que tu expliques. Le livret, c'est les groupes qui écrivent le programme, c'est ça ? C'est ça, c'est les groupes qui écrivent le programme sur une thématique précise. Donc là, c'est vraiment le côté quartier populaire. Donc le livret quartier populaire va re-regarder les propositions qui ont été faites et inclure ou non certaines. Mais a priori, une bonne partie était déjà dans le programme, mais une autre n'était pas forcément dans le programme parce qu'on n'avait pas une vision assez large des quartiers populaires en France pour ça. Mais on va les inclure avant la prochaine campagne de 2022. Ok, si j'ai bien compris, le livret il est en constante évolution, c'est ça ? Il est en constante évolution parce qu'il y a des problèmes qui interviennent du jour au lendemain, quoi. C'est l'avenir en commun ? Enfin, je veux dire, chaque livret après compose l'avenir en commun. C'est ça. Et je précise, c'est le nom du programme. Oui, ça Ok, c'est le mais programme voilà, global. Juste pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, parce qu'il n'y a pas de mots de jargon Ouais, non, c'est politique vrai, et c'est même vrai. qui sont propres, je trouve, à la France Insoumise. Bah pour le coup, parce qu'on Le a un livret, vous êtes les seuls à le dire, fonctionnement quoi. Enfin, Ouais. c'est pour ça. Et le livret, en fait, c'est une thématique. C'est une thématique précise et le livret est composé d'un animateur, une animatrice qui s'entoure ensuite de membres spécifiques des quartiers populaires. Donc moi je l'ai intégré très récemment, il y a d'autres personnes qui sont par exemple à Bondy, il y en a qui habitent à Marseille et on réfléchit tous ensemble à comment faire évoluer la question des quartiers populaires dans l'avenir en commun. Donc ça peut être des trucs super simples comme le transport en commun gratuit parce qu'on est une population paupérisée, isolée géographiquement, donc ça nous permettrait de nous décloisonner. Donc c'est plein de petites réflexions comme ça qu'on apporte par expérience sur le terrain en travaillant avec des associations et qui enrichissent le livret thématique et in fine l'avenir en commun, le programme final. D'accord. Et il y a une instance qui valide après les différents livrets pour intégrer l'avenir en commun ou grosso modo, non, ils s'auto-valident parce que c'est vraiment un travail de groupe et c'est un animateur, une animatrice qui gère et qui rend des comptes au final à tous les livrets mis en commun. D'accord. Il est arrivé des fois que les livrets thématiques avaient des choix contradictoires. Ils se mettent en commun, ils travaillent, ils débattent entre eux et ensuite ils trouvent une solution à la fin. D'accord. Alors, puisqu'on parle programme, donc l'avenir en commun, il y avait Lovana Trelou qui voulait savoir en fait, si tu pouvais définir les grandes lignes du programme pour les européennes. Alors, les grandes lignes du programme... C'est une grosse question, Ouais. Prends ton temps. Alors, les très très grandes lignes, et ensuite je reviendrai en détail si on m'interroge dessus. Un, c'est remettre la démocratie au centre de l'Europe, parce que ce serait mentir de dire que cette Europe-là est démocratique. Donc il faut qu'on change les instances pour les rendre un peu plus démocratiques, en mettant par exemple le Parlement européen au centre des décisions politiques. Deuxième grand axe, ce serait transformer cette Europe-là en Europe écologique. Donc pareil, on va proposer des solutions, on va proposer des règles communes qu'on peut s'appliquer, et je dirais que la plus significative, la plus emblématique, ce serait la règle verte. La règle verte, c'est ne plus prendre à la planète que ce qu'elle peut reconstituer sur 1 an. Donc ça, si on arrive à l'appliquer en Europe, ce serait une très grande avancée pour l'écologie. Donc démocratie, écologie. Troisième, ce serait les droits sociaux, l'harmonisation fiscale, l'harmonisation sociale, etc. etc. Et en bonus, on mettrait aussi la fin des travailleurs détachés qui est un dumping social, qui traîne tout le monde vers le bas. Mais on en reparlera sûrement après. Ok, mais alors, par exemple, il y a chez 54 780 là, qui voudrait savoir si tu peux expliquer, expliciter le slogan de sortir des traités. Est-ce que c'est vraiment un programme ? Est-ce que c'est un Frexit déguisé ? Non, c'est pas un Frexit déguisé, c'est juste de sortir des traités européens. Donc ça s'organise de 2 manières.
mais c'est pas pendant les élections européennes qu'on va le faire, parce qu'il faut être clair, on ne sort pas des traités par les élections européennes. C'est une fois que la France insoumise a pris le pouvoir nationalement, donc avec les présidentielles et avec les législatives. Ah oui, là, c'est plutôt le cadre national. Oui, là, c'est vraiment le cadre national. Je ne vais pas mentir aux gens en disant qu'on peut sortir des traités, tout renégocier dans le Parlement européen, c'est faux. Donc, après une prise de pouvoir national, ce qu'on fait, c'est qu'on souhaitera appliquer notre programme L'Avenir en commun. On part du postulat, et qui est vrai, que l'avenir en commun n'est pas compatible avec les traités européens. Donc on va aller voir nos partenaires européens en leur disant « Très bien les amis, nous avons été élus sur un programme que nous allons appliquer. Ce programme n'est pas compatible avec les traités, donc nous allons désobéir. En désobéissant, on sort déjà des traités. Maintenant, pendant la désobéissance, ce qu'on leur dit, c'est qu'on va établir un dialogue. On va essayer de changer les traités européens. Mais pour changer les traités européens, et c'est là où on n'est pas d'accord avec plein de partenaires de gauche, c'est qu'il faut mettre en place un rapport de force. Et le rapport de force, c'est plan A, plan B. Le plan A, c'est la désobéissance et la renégociation. Et le plan B, c'est de dire, très bien, nous n'avons pas réussi à renégocier, par exemple, sur la directive des travailleurs détachés, sur la règle verte, sur l'harmonisation sociale, sur l'harmonisation fiscale, etc., etc. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons sortir des traités européens et mettre en place des alliances, nous allons mettre en place des coopérations avec les autres pays. Mais a priori, c'est plutôt le plan A qui devrait marcher. Parce que nous avons plein d'intérêts communs avec notamment les pays du Sud, que ce soit la Grèce, l'Espagne, le Portugal, Alors, tiens, puisque tu ou parles encore même l'Italie sur certains points. Puisque tu parles des pays du Sud, le Portugal et l'Espagne ont réussi à augmenter le SMIC, l'Espagne de 20%, mais en restant dans les traités. Oui. Donc mais maintenant, finalement, ça prouve qu'il y a quand même des marges de manœuvre. Oui, ça c'est pour une augmentation du SMIC, mais en France aussi, on peut le faire. Mais là où l'avenir en commun rentre en pleine contradiction avec les traités européens, c'est sur la transition écologique. On souhaite investir 100 milliards, donc creuser à peu près le déficit à de mémoire 3,4, 3,5. L'Union européenne demande à ce qu'on soit en dessous de 3. Donc là, on voit qu'on rentre dans le dur. Pas de 3%, oui. De 3%. Donc là, on voit clairement que c'est incompatible. On ne va pas se coucher devant l'Europe alors qu'on a eu le mandat du peuple pour appliquer notre programme. C'est là où on est obligé, au final, de désobéir aux traités européens pour les renégocier. Comme a fait Sarkozy en étant au-dessus des 3%. Sarkozy, non, on n'a pas... Oui, il a fait ça une fois, mais sans plus. Non, je provoque, hein. Mais... Oui, non, mais t'as raison. Mais il l'a fait une fois, mais ensuite, il s'est couché parce qu'il n'arrivait pas à renégocier parce qu'il n'avait pas de rapport de force. Il allait voir la présidente allemande en lui disant très bien, je vais changer ça, ça et ça, mais si vous ne voulez pas, je vais faire ce que vous allez faire. C'est pas renégocier les traités. Nous, on part en disant très bien, on renégocie ça, ça et ça. Si vous ne voulez pas, on le fait quand même. Et ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des moyens de pression. Il faut savoir que la France est un donneur net pour l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe si on arrête de donner ? Ah oui, c'est embêtant pour le... C'est embêtant pour le budget l'Europe. européen, je pense. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en France, on a une banque qui crée de l'euro. Qu'est-ce qui se passe si d'un coup, on décide de lancer l'inflation ? Ça, c'est plein de points de pression sur lesquels on peut jouer et qui n'ont jamais été utilisés en France. On a moins de pression sur la Banque centrale française pour relancer la planche à ça billets. se discute. Pour l'instant, non, parce qu'elle est oui, reliée à la BCE, mais par décret, par loi, etc., on peut renationaliser la Banque française. Ok. Dans le programme, d'après Perceval, alors je ne connais pas le programme par cœur, hein, mais il y a l'augmentation des parlements nationaux. Alors, il faut qu'il explicite là pour le coup, parce que ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire par rapport au pouvoir européen, et est-ce que c'est... Perceval, est-ce que Ah d'accord, ok, oui, je crois, oui, grosso modo, enfin, je crois avoir compris sa question. Ce serait donner plus d'importance aux parlements nationaux plutôt qu'aux instances européennes. Et dans ce cas, la réponse est oui. Un cas concret, actuellement, le traité de libre-échange avec le Canada est en pleine discussion et quasiment le CETA, acté, voilà, le CETA, mais n'est toujours pas passé devant l'Assemblée nationale, par exemple. Nous, dans notre vision de l'Europe, elle doit passer par l'Assemblée nationale et doit être ratifiée et acceptée par les parlementaires. Donc oui, on donnera plus d'importance. C'est déjà le cas, parce que le TAFTA avait été retardé parce que les Wallons n'avaient pas ratifié le... Par les Wallons, mais non. Comme je viens de le dire, le CETA est quasiment mis en place, mais les parlements nationaux n'ont pas pu encore le renégocier, n'ont pas pu dire oui ou non. On sait très bien qu'en France, ils diront oui si Emmanuel Macron claque des doigts, mais c'est par le principe. Et nous, ça nous pose un vrai problème de démocratie. D'accord. Mais parce que oui, donc personne nous a copié-collé le point 2, là, augmenter les pouvoirs des parlements nationaux et renforcer le Parlement européen. Ouais. Et donc c'est compatible de faire les deux alors. C'est compatible de faire les deux, parce qu'actuellement le Parlement européen n'est pas au centre de la machine démocratique de l'Europe. Oui. Donc il faut que ça soit, parce que c'est la seule instance qui est démocratiquement élue directement
par tout le peuple européen. Exactement. Bon, il est 19h12, je fais juste un rappel. Merci d'être là aussi nombreux. On reçoit en fait dans le cadre de l'Europe Bordel Landry Ngang, donc qui est candidat France Insoumise aux élections européennes. Et vous pouvez lui poser vos propres questions dans le chat. Et moi, je lui pose quoi. Tout simplement. Et donc n'hésitez pas. Et alors, Perceval, il est chaud là ce soir. Il est tout le temps chaud, Perceval. Quid du mécanisme de carton rouge proposé? Alors, mais. Quoi ce truc? Okay, le carton rouge. Non, là, je ne sais pas. Qu'il il doit y avoir un mécanisme de carton rouge. On pourrait chercher son programme, mais on va peut-être pas le faire, non? Non. Mais donc, Zargat qui fait un droit de suite sur la question des parlements, est-ce que c'est juste un rééquilibrage entre les parlements et les exécutifs européens? Grosso modo, oui. C'est la fin du Conseil de l'Europe, en fait? C'est-à-dire le Conseil de l'Union européenne? Non, c'est pas la fin, mais c'est juste dire que le Parlement européen est la seule instance démocratiquement élue en Europe. Elle doit avoir un pouvoir plus important que le reste. Oui. Moi, ça paraît logique, mais pour le coup, c'est juste dire ça. Perso, je suis plutôt d'accord. Mais... je peux pas être plus concret. C'est vraiment dire le Parlement européen est la seule instance démocratiquement élue. On ne comprend pas pourquoi elle a un rôle de subordonnée alors qu'elle devrait être à la manœuvre pour les lois, etc. Actuellement, un parlementaire européen n'a même pas le droit de proposer une loi. Il peut qu'en amender. C'est un gros problème. Mais est-ce que c'est pas contradictoire avec votre volonté de renforcer, que l'exécutif national français puisse renégocier les traités, en sortir, faire des menaces sur l'Allemagne, la politique allemande, faire des réunions d'État pour renégocier les traités ou en sortir. Et si dans le même temps, vous souhaitez que justement les réunions chefs d'État soient sous le pouvoir du Parlement européen, qui est un pouvoir supra-étatique? Non, parce qu'actuellement, déjà, le temps qu'on arrive au pouvoir à l'échelle européenne, on n'aura pas le temps de recentrer le Parlement européen. Et même si c'était le cas, les gens qui sont dans le Parlement européen, généralement, appartiennent à la majorité de l'exécutif dans le pays. Donc, je ne sais pas, par exemple, en France, sûrement, aux prochaines élections, ce sera Emmanuel Macron qui va obtenir le plus de points. Donc, en négociant directement avec les chefs d'État des autres États, on va négocier au final avec les partis politiques, par exemple celui d'Angela Merkel, et si on arrive à faire plier Angela Merkel, ce sera à elle d'aller expliquer à son parti politique la volonté de la France. Mais de toute façon, en discutant avec nos parlementaires européens, on peut leur dire dès à présent qu'on appliquera l'avenir en commun coûte que coûte. Et ensuite, c'est libre à eux d'accepter notre vision de l'Europe, une Europe écologique, une Europe sociale, ou de continuer vers cette Europe austéritaire, libérale, et qui fait monter l'extrême droite un peu partout en Europe. Donc ça, c'est des négociations. Et les alliés de la France Insoumise au niveau européen, ce serait qui en fait? Puisque chaque parti rejoint un groupe au Parlement européen. A priori, on va rejoindre la GUE. Actuellement, on est dans une... Alors c'est la gauche, je précise, c'est la gauche unitaire européenne. Européenne, c'est ça, avec le NGL. Mais actuellement, on est dans une alliance qui s'appelle maintenant Le Peuple, qui est composée de la France Insoumise en France, avec le parti d'Emmanuel Morel maintenant. Au Portugal, il y a El Bloco. En Espagne, il y a Podemos. En Italie, il y a Potel al Popolo. Donc Podemos n'est plus dans la gauche, n'est pas dans la gauche unie européenne. Si, on peut le rejoindre tous ensemble après, mais c'est pour dire que dans le cadre des élections européennes, on a créé cette alliance-là. Et ensuite, on décidera ensemble ou pas de rejoindre la GUE ou de créer, pourquoi pas, un autre mouvement. Et ensuite, on a quelques alliances avec les pays écologistes ou de partis de gauche dans le Nord, dont malheureusement, j'oublie tout le temps leur nom. C'est les Verts en général. Voilà, c'est généralement les Verts. Effectivement, les Verts en Suède sont un peu... Suède, Danemark, etc. Sont plus à la GUE que en fait, chez les Verts européens. Et surtout Danemark que j'avais en tête, oui. Ouais, effectivement. Donc on est dans cette alliance-là, maintenant le peuple pour les élections européennes, et en fonction du score que fera chacun, on créera un nouveau groupe, on rejoindra tous ensemble la GUE. Et vous avez déjà des idées de quel genre de coalition vous souhaiteriez mettre en place au niveau européen, puisqu'on sait qu'on va peut-être sortir de la cogestion sociodémocrate, chrétien-démocrate. Oui, il y a une coalition qui irait jusqu'au centre-droit non, grosso modo, c'est une coalition qui se base sur des valeurs, quoi. Donc si on propose, je sais pas, la règle verte, comme je l'ai dit, et que le centre-gauche, le centre-droit sont contre, on va pas s'allier avec des personnes comme ça. Là, l'objectif, c'est pas de créer une coalition pour être le plus fort et être le plus nombreux et se disputer en interne, mais vraiment une coalition basée sur des valeurs fortes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne s'est pas allié avec Génération ou que sais-je en France. Parce qu'on n'est pas d'accord sur le programme, on n'est pas d'accord sur la manière de le mettre en place. Donc l'Alliance européenne sera basée sur un programme commun, sur des valeurs communes.
Ok, et alors il y a Kratos75Nas qui demande ce que vous feriez de la Commission européenne dans le cas où maintenant le peuple, c'est ça, hein, Ouais. se retrouverait majoritaire, en tout cas Bah, dans une coalition majoritaire. Actuellement, on ne pourra pas changer le rôle du Parlement européen à la suite directement des élections européennes. Donc on va devoir composer avec la Commission européenne et on amendera dans notre sens toutes les propositions de la Commission européenne, ce qui est fait actuellement au final. La pêche électrique, ça partait, je crois, de la Commission, dis-moi si je me trompe, et notre député Younous Omarjee, avec d'autres députés, que ce soit les Verts et des associations, ont amendé, ont fait pression sur la Commission pour faire tomber ce projet de directive. Donc on fera la même chose, mais en étant beaucoup plus nombreux et beaucoup plus forts. D'accord, vous êtes sûr d'être plus nombreux et plus forts? Bah, C'est une j'espère vraie quand même. question, hein, A priori, oui, on sera plus nombreux et plus forts, parce que bon, actuellement, les courants politiques ne sont pas pareils qu'à les dernières élections. Ok, et j'aime pas parler des sondages, mais pas trop déçu là ou... Bah, franchement, la campagne, elle a à peine commencé. C'est une élection qui intéresse peu. On sait que les Français vont surtout se décider d'aller voter ou non dans les 3 dernières semaines. Donc on a encore un peu de temps avant de s'inquiéter des sondages. Et franchement, les sondages IFOP, quand on les décompose, ils restent quand même très mystérieux. Je me souviens d'un sondage qui date maintenant de quelques semaines où on était à 0% chez les étudiants, alors qu'on a fini premier aux élections présidentielles. Donc, ça, c'est le problème des faibles échantillons. Donc on peut se poser la question vraiment de la démarche de certains sondages, mais de toute façon, les élections, on considère qu'ils n'ont pas encore réellement commencé, parce que ça a commencé dans les 3 dernières semaines, et on établira à ce moment-là quelle stratégie adopter. Mais a priori, on ne devrait pas changer de stratégie. On va juste faire en sorte de remobiliser notre électorat et de s'étendre un peu avec ceux qui se reconnaissent dans notre programme, dont je refais la promotion, l'avenir en commun en Europe. Donc ça, c'est ce que vous avez distribué dans toutes les boîtes pendant la campagne, justement? A priori, oui, c'est le programme qu'on va distribuer un peu partout. C'est le programme, en tout cas, qu'on va porter. Donc c'est un programme assez simple. Il y a 12 grosses propositions qu'on élargit et qu'on explique dans ce livret. Donc dans les propositions, il y a par exemple la fin des directives des travailleurs détachés, il y a la règle verte, il y a l'harmonisation sociale, l'harmonisation fiscale, etc. etc. Alors, il y a Coolest Monkey qui nous demande là si vous avez toujours vos sondages internes, mais parce qu'il y a eu un moment où Mélenchon avait dit on fait nos propres sondages. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Vous avez acheté des sondages à un institut? Vous avez vos propres appels? A priori, on va faire nos propres appels. Après, franchement, moi, je ne m'y suis pas encore intéressé au sondage en interne et j'en ai pas vu passer. Il faudrait que je check. Mais a priori, oui, on va faire notre propre sondage en interne. Donc, on va reprendre à peu près les méthodes des instituts de sondage et voir quelle dynamique on a ou pas et comment changer ou pas en fonction des résultats de sondage qu'on aura en interne. Mais bon, très honnêtement, pour l'instant, je peux pas en dire plus parce que je n'en sais pas plus. D'accord. Alors, il y a une question un peu troll de Patrick Cohen, mais ce n'est pas le vrai Patrick Cohen, je pense. Qui sait qui demande en quoi la France Insoumise se distingue du Rassemblement National, sauf sur les migrants. Mais bon, je pense que tu n'as pas chose à dire. Il y a plein de choses. Enfin, actuellement, quand on est vraiment honnête, on voit que le Rassemblement National est plus proche d'Emmanuel Macron que de nous. On souhaite la 6ème République, eux non. On souhaite l'augmentation du SMIC, eux non. On a voté contre, par exemple, comment ça s'appelle le truc contre... Non, c'est la loi à faire, je crois. Enfin, qui empêchait les lanceurs d'alerte de faire correctement leur travail. La dernière chose qui a été adoptée là, au Parlement européen. Au Parlement européen, pour la protection des lanceurs d'alerte. Voilà, le Front National a voté contre, nous on a voté pour. On est pour une vraie transition écologique, le Front National non. Donc on a plein de points de désaccord avec le Front National. C'est juste la majorité qui ont décidé de lancer le Front National est pareil que la France Insoumise, mais il faut leur rappeler que c'est eux qui ont proposé la loi Asile et Migration qui a été applaudie magnifiquement par le Front National. Et dernièrement, c'est Christophe Castaner qui dit que les ONG, les sauveurs de migrants, font le jeu des passeurs. Donc actuellement, non, nous n'avons rien à voir avec le Front National. Par contre, il y a des points de connivence réels entre le Front National et la majorité. Alors, Pac-Man, je vais te répondre à ta question sur le Labour anglais. Il présente des candidats s'il y a des élections en Angleterre. Ça va être le bordel, ce truc. Là, on est d'accord, ouais. Mais le Labour, si les candidats sont élus au Parlement européen du Labour, ils iront en fait avec le PSE, comme ils ont toujours été. Les seuls qui jouent un peu leur carte un peu bizarre, c'est les conservateurs qui ont fondé leur propre groupe et qui avaient quitté le Parti populaire européen, le PPE, pour fonder le
Creux, je sais plus là. Effectivement, ils étaient allés un peu tout seuls, mais sinon, non, les bords, c'est la social-démocratie, ils vont avec les sociaux-démocrates. C'est facile, c'est clair, c'est comme les Verts, ils vont chez les Verts, quoi. Ça, c'est au moins, ça, c'est facile. Ouais. Et d'ailleurs, puisque je parle des Verts, il y a Billy Please qui voudrait savoir vos désaccords, en fait, entre la LFI et ELV sur la règle verte, précisément, mais à la limite, on peut aussi... Sur la règle verte, à mon avis, ils sont OK avec nous. En fait, c'est compliqué avec les Verts. Quand on voit ce que dit Jadot, c'est du quasiment Macron. Quand il dit que le marché est compatible, j'exagère un peu. Mais quand il dit que, et encore, il y a beaucoup de Verts qui ont rejoint la liste de Macron. Donc on peut vraiment s'interroger entre leurs similitudes. Mais quand on écoute Jadot, qui est en train de vanter une économie de marché qui serait verte, etc., on peut vraiment se poser la question s'ils sont encore dans une vraie transition écologique, dans une vraie volonté écologiste. Mais quand je parle avec les militants, ils nous récitent quasiment l'avenir en commun. Donc, faut qu'ils arrivent à régler leurs questions. Carrément, ils récitent l'avenir en commun. On a des points, il y a des points écologiques. Pas d'accord. Il y a des points écologiques sur lesquels c'est indiscutable. Enfin, quand on parle de la règle verte, j'ai jamais entendu un vert qui nous dit non, on est contre. Quand on parle de remettre en place en France des zones humides intouchables, j'ai jamais entendu un vert qui nous dit non, je suis totalement contre. Pareil pour les transports en commun gratuits. Donc, on a des vrais points de convergence de militants à militants. Mais quand j'écoute certains cadres, dont Yannick Jadot, je me pose des questions s'ils sont plus proches de nous ou s'ils sont plus proche d'Emmanuel Macron. Donc c'est à eux de régler ça en interne. Et le fait que Claire Nouvian, qui est écolo, ait rejoint plutôt Génération que les Verts ou vous, ça, après, c'est à lui de voir. À mon avis, c'est un cas personnel. D'accord. C'est à cause de Raphaël. Ouais, d'accord. Non, alors Daebo à God, est-ce qu'on est plus ou moins neutre? Je sais pas. Non, je sais pas. Est-ce qu'on est plus ou moins neutre? Non. On est objectif, d'accord, merci. Mais bon, Acropolis, c'est neutre, hein, mais moi-même, c'est difficile d'être neutre tout le temps. Hein. Je suis un humain, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et Pac-Man, peut-être que Corbyn a fait changer un peu la ligne politique et sûrement que le Labour est plus à gauche aujourd'hui que sous... légèrement plus à gauche, mais bon. Que sous... Tony Blair, merci, voilà. Mais ça ne veut pas dire que les alliances avec le PSE sont changées. Il y a d'autres partis beaucoup plus à gauche. Hein, le PSO espagnol est encore plus à gauche, mais est toujours avec les socialistes. Ma campagne pro Jean Lassalle, Philem, d'accord, bon, très bien. Ok. Bon, alors j'ai plus de questions là, alors, qu'est-ce que... Quel est le point que tu aurais le plus envie de porter pendant cette campagne, en fait? Le plus important, je pense que ce serait préserver nos services publics. Et ça tombe bien, c'est une demande sociale qui est très forte en ce moment-là. Parce que pour moi, la répartition des richesses, ça se fait sur 2 points. Ça se fait, sur les aides sociales qu'on attribue à certains, et sur la présence des services publics. À Saint-Denis, il est récurrent qu'on doit se battre pour préserver des postes, pour préserver des commissariats, pour préserver des écoles avec le nombre de classes nécessaires. Et ça, malheureusement, on doit le faire parce qu'on est dans une période austéritaire. Une période qui nous demande de faire, sans compter des réductions de budget, des réductions de professeurs, des réductions d'infirmières, etc. Donc je pense que principalement, je me battrai contre cette austérité au final. Donc la règle des 3% de déficit. D'accord, y compris au niveau européen alors? Y compris au niveau européen, oui. Ok, alors il y avait Automne Éternel qui veut absolument aborder le sujet de l'évasion fiscale, mais je ne sais pas sous quel angle, mais j'imagine que pourrait faire l'Europe dans le cas, dans tes rêves ou dans tout cas déjà, dans pointer du doigt les paradis fiscaux. Parce que quand on a des États comme le Luxembourg, comme les îles Caïmans, qui sont clairement et simplement des paradis fiscaux et qu'on dit que non, ça n'existe pas en Europe, c'est déjà un gros problème. Ensuite, mettre en place déjà une harmonisation fiscale pour faire en sorte qu'on parte tous sur les mêmes bases. Parce qu'actuellement, on joue le jeu de... Enfin, moi, j'appelle le jeu du plus con. C'est en gros, mon voisin diminue ses cotisations, moi, je vais diminuer les miennes. Sauf que des associations comme Oxfam ont dit que si on continuait comme ça, en 2050, le taux d'imposition, ce serait de 0%. On ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut qu'on mette en place des règles communes et qu'on s'établisse des règles communes pour empêcher ce marché fiscal. Donc l'Europe de mes rêves déjà arriverait à pointer du doigt les vrais paradis fiscaux. Donc et à Pays-Bas, faire Luxembourg, l'île Caïmans, etc. les îles Caïmans, c'est pas en Europe. Mais... C'est pas en Europe, oui. Mais c'est pas pointé du doigt. Quoique, peut-être dans la dernière, ça a été pointé du doigt, j'ai un doute. Je sais qu'il y a des îles qui ont été pointées du doigt, mais je ne sais pas si c'est les îles Caïmans.
Alors, il y a une question d'Harmonicut, on va revenir plutôt sur le militantisme français et LFI. Et je pense que c'est lié au fait que tu as beaucoup parlé des quartiers populaires. Et qu'est-ce que tu penses des discriminations, de la discrimination positive ? Est-ce que c'est un sujet qui te paraît important d'une part ? Est-ce que tu es pour ? Franchement, quelle modalité ? Déjà, la discrimination positive, oui, mais c'est comme ça c'est qu'il pose la déjà- question. Oui, non, mais c'est très large comme sujet. Et franchement, moi, j'y suis pas vraiment favorable. J'aimerais juste qu'il n'y ait plus de discrimination tout court, que ça soit positif ou négatif, quoi. C'est comme, au final, la parité, c'est bien qu'on l'exige, mais le mieux, c'est que ça soit naturel. Donc, non, moi, je suis pas forcément favorable à la discrimination positive, mais il faut se battre actuellement contre la discrimination tout court. Donc, tâter le terrain, tester des nouvelles armes, tester de nouvelles méthodes et trouver, in fine, la bonne solution. Ok. Et mais on va rester sur les quartiers populaires justement puisque il y a eu les rencontres. Qu'est-ce qui, t'as sorti des petits trucs, les transports gratuits, choses comme ça, mais ce serait quoi le programme de la France Insoumise sur les quartiers populaires ? Sachant qu'après déjà il faudrait définir un quartier populaire, mais comment on le définit parce que... Déjà, ça se définit de différentes manières, mais bon, généralement, un quartier populaire, c'est un endroit très paupérisé et où surtout, et c'est là le principal problème, c'est qu'il ne règne pas l'égalité républicaine. Pour prendre un exemple, c'est le maire de Saint-Denis, le maire de Stein, et de l'île Saint-Denis, qui ont décidé de porter plainte contre l'État pour rupture d'égalité républicaine. Donc déjà, il faut rétablir l'égalité républicaine. L'égalité républicaine, c'est, je ne sais pas, pour 1000 habitants sur Paris, il y a par exemple 15 policiers. Dans les quartiers populaires, pour 1000 habitants, il doit y avoir 15 policiers, pas 11, pas 10, pas 12, 15 partout. Et ça, actuellement, ce n'est pas le cas. Pareil pour les infirmiers et pareil pour les professeurs. On voit d'ailleurs dans les derniers mouvements dans l'éducation dans les quartiers populaires, dans le 93, que ce qu'ils demandent, c'est encore une fois l'égalité républicaine. C'est d'avoir plus de moyens humains et plus de moyens financiers pour pouvoir éduquer normalement leurs élèves. Donc, les quartiers populaires, version France Insoumise, ce seraient des quartiers décloisonnés par des transports en commun. Parce qu'actuellement, il y a des quartiers populaires où c'est extrêmement compliqué d'y s'y rendre ou d'y sortir. Clichy-sous-Bois notamment. C'est un bordel. Même dans le 93, par exemple, j'ai monté un groupe d'action, donc c'est une section locale France Insoumise. C'est les jeunes insoumises de Seine-Saint-Denis, donc uniquement dans le 93. On est obligé de se rencontrer à Gare du Nord. Parce que pour aller sur Montreuil, je passe par Gare du Nord et ensuite je me retape 1 heure. Eux, pour venir sur Saint-Denis, c'est le même bordel. Pour aller à Bobigny, ça n'avantage personne. Donc, in fine, déjà trouver un moyen de relier tous ces quartiers-là. Ça va être fait par les prochains métros qui vont sortir, trop tard malheureusement, mais au moins ce sera un premier pas. Désolé pour les non-franciliens, mais ouais, pour les le liaisons coup, banlieue, c'est un vrai problème. Voilà, ceux qui les pratiquent le savent. Mais du coup, dans les quartiers populaires, il y a la question des transports en commun, il y a la question de l'éducation, il y a la question aussi des études supérieures. Parce que actuellement, mais ça rentre aussi dans la question de l'éducation globalement, c'est que les facs de banlieue sont moins dotées que les facs de Paris. Et ça reste un gros problème. Ensuite, dans la question des quartiers populaires, on peut mettre aussi la question de l'écologie. Encore une fois, et désolé pour les non-franciliens, mais à Saint-Denis, c'est une ville extrêmement polluée et on n'arrive pas à avoir un budget pour traiter cette question-là. Ce qu'ils nous proposent, c'est de mettre plus d'autoroutes alors qu'on n'en veut plus. C'est une vraie question qu'on doit aborder dans le cadre des quartiers populaires. Mais après, c'est une thématique tellement large que franchement, je peux parler de tout et de rien en parlant des quartiers populaires. On est vraiment touché quasiment par toutes les réformes, que ce soit la pauvreté, que ce soit les discriminations, que ce soit les fermetures d'écoles, les fermetures, de postes, etc. On est touché par tout. Donc on doit rendre les coups sur tout. D'accord. Alors, il y avait Gaël Gallois, puis on va revenir un peu de politique française, là. Est-ce que tu as participé au grand débat national Non. Les mois derniers ? Non, d'accord. Non. Okay. Mais alors, tu en penses quoi ? Tu peux quand même penser quelque chose. Franchement, ça a été un exercice catastrophique parce qu'on ne peut pas débattre sereinement quand la personne qui organise le débat dit « je vais sélectionner les questions, je vais sélectionner les potentielles réponses et je vais trancher les réponses ». Pour moi, je n'appelle pas ça un débat, quoi. J'appelle ça au mieux un QCM. Donc non, moi, je n'ai pas participé à ce débat-là et franchement, j'attends rien de ce qui va en ressortir. Apparemment, il y a quelques propositions qu'il allait faire lundi qui ont fuité. Tu les as vues ? Oui, je les ai vues. Il y en a quelques-unes qui sont intéressantes, mais entre ce qu'il promet et ce qu'il fait, il y a un monde. Donc j'attends de voir dans le détail comment ça peut être mis en place pour les propositions les plus intéressantes. Mais spoiler, il n'y a pas d'augmentation de salaire, il n'y a rien de tout ça. Il y a éventuellement une constituante qui peut être très intéressante. Mais pareil, est-ce que c'est vraiment... Il y a une constituante ? Une constituante. J'ai vu une assemblée constituante. Assemblée citoyenne sur l'écologie, je crois. Non. Sur la transition écologique. Moi, j'ai vu assemblée citoyenne pour remodeler la Constitution.
Donc, Moi j'ai vu juste pour la transition écologique, mais... peut-être que j'ai mal lu alors, mais si j'ai lu ça, ça peut être intéressant. Mais bon, à voir comment ça va être discuté maintenant. Parce que la France Insoumise, vous êtes toujours sur la l'idée Constitution, de oui. vouloir changer absolument la Constitution. Bien sûr, il faut changer la Constitution parce que la Ve République n'est plus adaptée à notre période. On pense qu'il faut passer à une Sixième République et cette Sixième République doit permettre aux gens de s'immiscer beaucoup plus facilement dans la vie démocratique. Et pour ça, ça ne doit pas être Mélenchon, le dictateur vénézuélien qui doit décider seul de son bureau. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Bah, je le dis comme ça, c'est fait. Mais une assemblée constituante de personnes du peuple qui décident ensemble de changer les règles du jeu, de changer la Constitution et d'introduire ou non dedans le RIC, d'introduire, ça ce sera quasiment non négociable, l'IVG, d'introduire le rôle, de redéfinir plutôt le rôle du Parlement européen, du président, etc. Donc Ce serait à la Constitution française de définir le rôle du Parlement européen? Bah oui. Française, pardon. D'accord. alors, Du je Parlement préfère. français, Je sais, oula. merci. On s'égare. Ok. Donc voilà, ce sera ça le rôle de la constituante qui, à la fin, aboutira sur une constitution et sur la Sixième République. Et ça, c'est faisable parce qu'on est sous la Cinquième République, c'est qu'il y en a eu 4 autres avant. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de Sixième République. Ah, et même la 5e a changé beaucoup de fois. Hein. Oui, la Cinquième a changé beaucoup de fois, mais bon, c'était pas, on n'a pas renversé la table, quoi. C'était vraiment des changements assez importants pour certains, mais sans plus. Ok. J'en profite pour remercier Guillaume C pour ses 10 € de dons. N'hésitez pas à faire comme lui, c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous abonner, balancer un Twitch Prime. Nous, on est toujours contents quand ça arrive. Alors, il y avait Lauriane Relou, je crois que c'est elle qui avait remarqué que tu avais un bracelet de la Fête de l'Humanité, qui doit commencer à dater d'ailleurs, parce que c'est en Il date septembre. de cette année, ouais, de septembre. C'était la première fois que j'allais à la Fête de l'Humanité. Alors ça va, hein, France Insoumise qui va à une fête du Parti communiste. Bien sûr. Alors pourquoi vous n'êtes pas ensemble d'ailleurs dans la liste Qu'est-ce qui ça, s'est passé? Ça, c'est à eux de poser la question. Parce que pour le coup, je le redis encore, nous, toute volonté d'alliance se faisait sur la base de notre programme. Donc s'ils ne sont pas d'accord avec notre programme, C'est pas très coulant par contre ça. c'est pas très coulant, mais on a vu ce que ça donne. Les jeux où on assemble le plus possible de partis, de logos, ça s'effondre in fine. C'est le front gauche, quoi. Donc on a décidé de faire des alliances à partir d'un programme. S'ils sont d'accord avec le programme, ils auraient dû venir. C'est pas tous derrière moi, c'est tous derrière le programme. La tête de liste, on aurait pu la discuter, mais c'est tous derrière un même programme. S'ils sont pas d'accord avec le programme, on n'a pas à essayer de construire un truc différent duquel les électeurs ont déjà voté. Donc, c'est à eux de poser la question du pourquoi est-ce qu'ils ont voulu se lancer seuls. On verra si j'arrive à avoir un représentant communiste, J'espère. mais c'est pas gagné pour le coup. Sérieux, pourquoi? C'est compliqué les agendas, tout ça. Ouais. Désolé Pac-Man, c'est toi qui avais remarqué le bracelet. Ok. Mais Lovarnia te posait une question sur comment tu t'informes. Est-ce que tu lis l'Humanité? Enfin, qu'est-ce que tu... Je lis un peu de tout, du Figaro en passant par Libération, l'Humanité. Vraiment, j'essaye de diversifier le plus possible les médias que je lis. Et après, tout en gardant un œil critique, que ce soit le Figaro, l'Humanité ou les Échos. Donc ça encore, j'ai pas forcément... Même les Échos. Wow, non, ouais, je lis même les Échos, oui. C'est courageux. Quasiment que les Échos. C'est un très bon journal, les Échos, en fait. Franchement, ça va. Ça va. Moi, j'apprécie lire leurs articles. Je suis pas tout le temps d'accord et c'est normal, mais au moins, il y a une prise de position claire, nette et précise. Parce que je pense que vu le programme de la LFI, c'est plutôt le journal pas du tout. Ouais, ça, on n'est pas du tout sur la ligne des Échos, mais bon, c'est toujours bien de s'informer de comment pense un adversaire politique ou en tout cas une personne qui pense politiquement différemment. Essayer de comprendre son point de vue, réfléchir à ses idées, peut-être en retenir des bonnes, rejeter totalement les mauvaises, mais en tout cas ne pas s'enfermer dans un sentiment de moi j'ai raison à 100% et les autres ont tort à 100%. Ça, c'est ce qu'il y a de pire, je pense, en démocratie. Zarguet demande si tu t'informes bien sur Internet, mais j'imagine que tu parles du Oui. site des Échos. Ah oui, le site, oui, bien sûr. Je n'achète pas les papiers. Comment ? Pas les papiers. Ouais, ah non, j'achète pas les papiers. Je lis tout sur mon téléphone, sur mon PC. Ok. Non, mais oui, mais je pense que comme tout le monde en fait. Ouais. Quoique l'UMA, je pense que je vais commencer à acheter pas mal les papiers vu qu'ils sont dans une période assez compliquée et c'est le moment de les soutenir. Donc je vais essayer de les soutenir le plus possible. Parce que ça reste un journal quand même très important pour la politique française ou même pour le monde des médias français. D'accord. Il y avait une question, mais j'ai pas noté le pseudo, et je suis désolé, mais quelqu'un qui demandait quelles études tu faisais en fait. Mais j'ai vu que tu avais raté une année de fac, parce que je sais pas ce que... C'est même pas raté une année de fac, c'est que j'ai pas pu rentrer en fac. Ah d'accord. C'est, en gros, en 2017, après le bac, j'avais demandé des STAPS, mais je n'ai pas obtenu de STAPS, alors que j'avais eu le bac S avec mention. Donc j'ai dû faire une année sabbatique où j'ai travaillé dans l'animation et j'ai postulé par Parcoursup, à rentrer de nouveau en STAPS. Je me suis fait totalement avoir parce qu'ils promettaient le mérite et au final, ça a été une sélection sociale et territoriale.
je dis que je n'ai pas été sélectionné de manière méritante parce que pour rentrer en STAPS, grosso modo, ce qu'ils demandaient, c'était des bases solides en sport, des bases solides en sciences et une expérience, pourquoi pas, professionnelle. J'avais clairement les trois. Un bac S obtenu avec mention, une expérience dans l'animation et l'animation sportive, et d'un autre côté, plusieurs titres, notamment un de champion de France de handball dans la catégorie élite moins de 18. Donc en termes sportifs, je pense ne plus avoir à prouver quelque chose. Et je n'ai pas été pris en STAPS. Aïe. Ce qui fait que soit je me retapais une année sabbatique à travailler dans l'animation, soit je prenais ce qui restait. Et ce qui restait d'intéressant, selon moi, c'était la sociologie, sciences politiques à Paris 13, Villetaneuse. Donc ce que j'ai pris et ce que je suis actuellement comme cursus. D'ailleurs, j'ai enfin fini mes partiels, une première partie de mes partiels parce qu'il me reste mes euros. Alléluia, je suis tellement content d'être loin de tout ça. Ah putain, moi j'aimerais. Ok, donc tu fais une voix déjà, parce que Fanny Dufos adore le handball, donc... Bah, c'est voilà. nickel ça. Ok, tu joues quel poste? Je jouais arrière gauche, arrière droit pivot. D'accord. J'étais un mec très polyvalent pour le coup. Ok, donc Pac-Man est aussi à Paris 13 visiblement, bon, très bien. On se rencontrera un jour, vu que j'ai plus de partiels, je ne vais plus trop aller à la fac. Mais on se rencontrera un jour, Pac-Man. Donc la fac de Villetaneuse, pour le coup, je crois que c'est une des rares où je suis jamais posé le pied. Elle est super isolée et franchement, elle est en train de se délabrer à un point pas possible. Je crois que la fac est endettée et elle est sous-dotée surtout. Donc encore une fois, il y a une rupture d'égalité républicaine. Parce qu'elle est clairement sous-dotée, elle n'a pas assez de moyens, légalement parlant. Elle devrait obtenir plus de moyens, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que tu as réussi à concilier, Zarget insiste, est-ce que tu as réussi à concilier la fac, les partiels, la campagne Alors pour les partiels, je vous dirai mes notes. Si j'arrive à avoir... On fera un petit suivi. Voilà. Si j'arrive à valider l'année, je crierai oui et ça a été très facile. Sinon, je dirais non. Mais actuellement, oui, j'ai réussi quand même à concilier surtout mon second semestre avec ma campagne. Grosso modo, je m'accordais très peu de temps de campagne sur mes horaires de cours. Donc vraiment, dès que j'avais cours, que ça soit un CM ou un TD, je privilégiais les cours. Et ensuite, en soirée, là, je militais un peu plus. J'organisais des réunions publiques, j'organisais des diffs, etc., etc. Alors des diffs, c'est des distributions. Des distributions de tracts et autres événements. Donc pour l'instant, oui, j'ai réussi à concilier mon parcours scolaire et ma campagne, en vraiment étant intransigeant sur le côté de il faut que j'aille à la fac et il faut que j'étudie et que je valide mon année. Et en sciences politiques, c'est un peu valorisé quand même d'avoir un engagement à côté ou pas du tout? Franchement, j'en ai pas parlé plus que ça à mes profs de mon engagement politique. Il y en a plein qui le savaient, qui souriaient, qui me disaient de bon courage et que ça allait me servir au minimum dans mes études. Mais moi, je trouve que le seul à être engagé un peu. Non, de mémoire, il y avait un militant communiste, il y avait un militant très 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 à gauche qui était au PRCF. Ah oui, c'est le Parti républicain communiste français. Ouais, un truc comme ça, un corpuscule d'extrême gauche. C'est très petit, oui. Non, je les taquine. Et il y avait un militant d'Agir, donc plutôt centre droit. Donc on était 4-5 militants dans la classe. Après, c'est Villetaneuse, donc c'est plutôt quartier populaire, donc très peu de militants politiques. Mon engagement politique m'a servi pendant mes études, en tout cas pendant ma première année d'études, parce que en fait, les thématiques que je traitais pendant ma campagne ou pendant mon temps de militantisme, je les retrouvais en cours de manière un peu plus théorique. Donc j'avais déjà une grosse base d'acquise. L'exemple le plus concret, c'est sur, je sais pas, l'intersectionnalisme, par exemple, que j'ai étudié en sociologie. Bon, j'ai étudié ça, j'ai écouté plein de conférences avec Daniel Obono ou Françoise Verger, donc j'avais déjà de très bonnes bases, je savais dans quoi je me lançais. Alors qu'à côté de moi, il y avait des potes qui n'avaient jamais entendu ce mot et qui ont juste dégueulé en apprenant ce que c'était parce qu'ils étaient totalement perdus. J'imagine, ça va faire un choc. Ouais. Oui, alors... Dans ta fiche, tu expliques que tu étais venu au... Ah merci Pac-Man, c'est la partie de la Renaissance communiste, du Renaissance communiste français. Ouais. Bien sûr. Bah ouais, visiblement, mais c'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi cette vidéo qui t'a convaincu d'adhérer à la France Insoumise, ou en tout cas de t'engager dans la France Insoumise? Comme ça, comment on tombe par hasard sur une vidéo de Jean-Luc Mélenchon déjà, quoi? Par hasard, c'est en ouvrant Facebook sur son téléphone, en scrollant son actualité et en voyant un personnage politique que je connaissais à peine qui, en 12 points rapidement, devait dire ce qu'il allait faire au pouvoir une fois qu'il allait justement prendre la présidentielle. Donc, dans cette vidéo, il était chez Laurent Ruquier et il expliquait concrètement en 12 points l'avenir en commun. Ah, c'était la campagne présidentielle? C'était pendant la campagne présidentielle, oui. C'est à partir de ce moment-là où je me suis vraiment intéressé à Jean-Luc Mélenchon d'un côté et à l'avenir en commun de l'autre. Avenir en commun d'ailleurs que j'ai acheté du coup dans la semaine parce que je voulais connaître plus de détails sur ce programme-là et au final je me suis retrouvé dans les valeurs portées. Donc ça a été une belle découverte, une heureuse découverte. Mais tu le connaissais avant quand même? Quasiment pas, non. Je suivais très très peu l'actualité politique, un peu plus pendant la période présidentielle, mais je ne connaissais pas le passé de Jean-Luc Mélenchon. Je ne savais pas qu'il était au PS, je ne savais pas qu'il avait déjà tenté l'expérience en 2012.
Bon, je ne savais pas tout ça, j'ai accroché au personnage, j'ai accroché au mouvement, de leur manière de militer, c'est pour ça que je suis dedans. J'ai Tu accroché... viens pas d'une famille très politisée alors Bah non, ils vont voter aux élections, ils s'intéressent vraiment à la politique à fond sur les grandes périodes, donc les périodes électorales, ils suivent un peu l'actualité, mais je me souviens jamais avoir discuté de politique très sérieusement pendant mon enfance avec mon père ou l'avoir entendu parler de politique, hormis la politique africaine. D'accord, bon, ça c'est un autre sujet. Ça, c'est un classique. Ouais, en parler ça, ici. Pas trop en parler. Je connais rien en plus. Moi non plus, je suis pas très calé sur la politique africaine. Je vois à peu près les enjeux, je vois à peu près ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer la situation, mais je me prononcerai pas en tant que spécialiste sur la politique africaine. Non plus. Ok. Alors Florian se demande comment on peut se faire convaincre par Jean-Luc Mélenchon chez Ruquier, mais Bah, quand on lui laisse développer son propos, il est convaincant. Donc il peut expliquer vraiment ses propositions, leurs réalisations, et après convaincre ou non si on est d'accord avec les valeurs qu'il défend ou pas. Donc, je ne peux pas comment dire. Quoi. Comme on est convaincu par une personne, bah, on a nos propres idées, si ça match, ça match. Ok. Mais c'était ton premier vote en fait, d'ailleurs, en Non. 2017, non? J'avais pas encore 18 ans. Ah oui, d'accord. J'ai eu 18 ans le 23 juin, donc Zut, après les dur. élections présidentielles et après les législatives. Mais Ah bon, oui, donc là, j'ai ça va convaincu, être tes candidats et c'est ton premier vote en fait. c'est là, ça, cette c'est année. mon premier vote et mon premier vote en même temps pour moi. Donc, Ok. Ah mais c'est bien, non, mais d'accord. c'est Très un- bien, c'est cocasse. On a vraiment un rookie là sur le plateau. Bah, rien ne me prédestinait à faire de la politique. Enfin, par exemple, j'aurais été pris à la fac à Marseille en 2017, ça se trouve, j'aurais jamais commencé à militer. Parce que j'ai commencé à militer au final quand j'avais rien à faire de mes journées, quand j'ai commencé à travailler parce que je voulais rencontrer de nouvelles personnes. Donc c'est la vie, quoi. Il y a plein de choses, plein de facteurs qu'on peut pas contrôler et qui nous amènent à faire des choix différents et des opportunités différentes. D'accord. Alors Ingrid Sommen, on a parlé de Guénolé en début d'émission, donc je te renvoie au replay tout à l'heure quand on finira l'émission. Donc on reçoit encore pour quelques minutes Landry Ngang dans Elrop Bordel. N'hésitez pas à nous faire des dons, à vous abonner, hein, ça nous fait toujours plaisir, on adore. Et ça soutient l'association Acrolab qui produit les émissions régulières d'Acropolis. Merci Gaël Le Gallois de répondre également. Oh là oui, il y a beaucoup de gens qui répondent. Oui, Frosty se dit quoi, t'as jamais voté pour quelqu'un d'autre que toi, ça peut claquer un peu. Alors il y a Pac-Man, mais je sais plus si c'est le seul à avoir demandé qui va savoir parce que bon, quand même c'est direct difficile de parler de la politique française sans en parler. Ce que tu penses des gilets jaunes? Moi je sais un peu parce que bon, j'ai un peu travaillé mon sujet, mais voilà, qu'est-ce que t'en penses? Comment ça a évolué? Bah, on voit un mouvement populaire qui porte les mêmes idées que nous. Donc, à 80%. 100% les mêmes idées? De mémoire, c'était Le Monde qui avait fait à peu près un checking des revendications Gilets jaunes et le tour des programmes, on était de l'ordre de 90%. Donc franchement, ça va. Donc on voit un mouvement comme ça émerger qui remet en cause la légitimité, pas électoralement parlant, mais la légitimité du programme d'Emmanuel Macron, qui défend le nôtre, ou en tout cas nos revendications. On ne peut que être admiratif et heureux de voir un tel mouvement prospérer. Parce que les gens qui portent un gilet jaune, la plupart ne militeront pas à la France Insoumise parce que ce n'était pas dans leur vision de faire de la politique. Pour eux, la politique, c'était vraiment du concret, du local, mais on a les mêmes idées, donc je suis très heureux que ce mouvement émerge. Y compris les figures comme Maxime Nicole ou... Après, c'est des figures médiatiques. Franchement, Maxime Nicole, c'est pas celui que je suis le plus. Certaines figures sont très très intéressantes, comme Priscilla par exemple. D'autres un peu moins, mais après, c'est des figures médiatiques parce que les Gilets jaunes, de ce que j'entends, ne reconnaissent pas, n'accordent pas plus de légitimité que ça à ces figures médiatiques. C'est vraiment les Gilets jaunes et les Gilets jaunes dans leur entièreté. Et tu as participé à des manifestations? Oui. J'ai participé à des manifestations, donc je mettais mon gilet jaune, je mettais un petit pins France Insoumise et je marchais avec tout le monde. Je parlais avec les gens pour voir à peu près leurs idées, pour les convaincre sur l'avenir en commun ou pas. Plein de convaincus d'ailleurs, et ensuite je marchais pour faire le nombre, quoi. Il y en a certaines manifestations plutôt que j'ai même filmé pour le Canal Phi. Ah oui, Vous pouvez retrouver les vidéos sur Canal Phi. Canal Phi, je crois que ça tourne en permanence en fait sur le site de... Canal Phi, oui. Sur le site de la France Insoumise, c'est notre réseau télévisuel. Ok. Il y a Pac-Man qui fait référence, t'as bien suivi, hein, qui fait référence à l'AG des AG à Saint-Nazaire, qui est donc un morceau des Gilets jaunes, dont j'ai pas mal parlé justement dans l'émission Party Time de la semaine dernière. Donc je vous renvoie sur le YouTube Acropolis Replay
où on a parlé de ce qu'ils avaient, enfin les appels qu'ils avaient sortis le week-end de leur rencontre à Saint-Nazaire. La différence entre Canal Phi et le média, Canal Phi c'est la France Insoumise et le média c'est pas la France Insoumise. Bah ouais, c'est ça. Même si bon, il y a des ponts quand même. On va être Bah oui, honnête. il y a des ponts, parce que bon, idéologiquement, ils sont d'accord avec nous. Pour certains, une grosse partie des sociaux, donc des actionnaires, entre guillemets, du média, font partie de la France Insoumise. Donc oui, il y a des ponts, comme le Figaro ont des ponts avec les Républicains, mais bon, la France Insoumise, c'est le cas. Et sinon, la France Insoumise n'a pas de mainmise sur le média. Ce qui se passe aux médias reste aux médias. Ok, il est 19h46, on va commencer tout doucement à se dire au revoir. Mais là, il y a une question très large là, de Lil Boax, mais à laquelle on a déjà un peu répondu. Mais quel avenir pour l'Europe? Enfin, comment tu le vois là dans les prochains mois, Brexit ou pas d'ailleurs, mais Dans les prochains mois, à mon avis, il n'y aura pas de grands changements, mais sur le long terme, ça va dépendre de qui prend le pouvoir et qui essaye de renégocier ou pas les traités. Si la France ou si l'Allemagne, il y a un changement et qu'il y a une vraie volonté de renégocier les traités, moi, dans ce que j'appelle le bon sens, donc vers une Europe écologique, vers une Europe sociale, vers une Europe plus démocratique, là, on peut changer du tout au tout la vision de l'Union européenne. Si on continue vers une Europe qui prône l'austérité, qui prône le libéralisme et qui prône le modèle allemand, comme c'est le cas actuellement, malheureusement, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il va y avoir une montée de l'extrême droite. Et on le voit en Europe. Que ce soit en Italie, que ce soit même en Allemagne où ils font leur retour, en France où on a Marine Le Pen à des taux extrêmement grands, ou même en Hongrie ou en Autriche. Donc il y a deux choix, l'Union européenne qui continue à s'enfermer dans une vision libérale et austéritaire, ou une Europe qui essaye de se reconstruire différemment en sortant des traités actuels. d'accord, la sortie des traités en fait. C'est pour La toi sortie, en fait, c'est les traités qui prônent l'austérité et le libéralisme, donc il faut sortir de ces traités-là, il faut changer la base. D'accord. Bonsoir Joalit et merci Mazu pour tes 5 €. Encore une belle émission. Merci, mais ça doit beaucoup aussi aux invités. Tu sais, Mazu, c'était que moi. Bon. L'Europe, c'est la mort du peuple. Ok, non, enfin, je sais pas. Est-ce que tu penses? C'est un avis. Moi, comme je l'ai dit actuellement, l'Europe, oui, in fine, va amener à la mort des peuples, parce que les peuples ont juste envie de se faire une guerre économique les uns et les autres, comme c'est le cas actuellement. Donc il faut changer cette Europe-là. Moi, je ne suis pas un pro-Frexit. Et la France Insoumise non plus. Si on était pour le Frexit, on ne se prendrait même pas la tête à expliquer à chaque fois un plan A, plan B. On dirait plan F, c'est terminé, on se tire. Salut. Plan Donc, F, c'est non. bien. On va en parler. Non, copyright. On va en parler à François Asselineau pour qu'il change ses affiches. Non, copyright. Mais non, nous, on souhaite vraiment changer dans un premier temps l'Europe, mais on n'est pas aveugle. Et si on est élu, on va mettre, quoi qu'il arrive, notre programme à jour. On va mettre notre programme à l'échelle française. Et ce qui est bien, ce serait de le mettre à l'échelle européenne. Donc on veut changer cette Europe-là, on voit les défauts qu'elle a, et on va tout faire en sorte pour que nos partenaires européens décident de la changer dans notre vision des choses. Ok, alors je vais finir sur une question personnelle mais politique. Est-ce que, parce que qui demande ça, je sais plus, il y a Zarget mais c'était pas le seul. Qu'est-ce que... Plan Z, on reste et on recommence, c'est pas mal. Ouais, plan Z, ouais, c'est tabula rasa en fait. Est-ce que tu te vois continuer à faire de la politique après l'élection européenne? Est-ce que tu as envie de participer au municipal de 2020? Alors, a priori, oui, je vais participer au municipal. Maintenant, je ne sais pas si je vais me porter dans une liste ou si je vais uniquement faire campagne pour une liste. Parce qu'à Saint-Denis, on va présenter une liste France Insoumise, c'est sûr. Maintenant, je ne sais pas encore si je vais m'investir dedans. Parce qu'avec les études, faire campagne, c'est faisable. Mais avoir un poste, parce que c'est fort probable qu'on prenne Saint-Denis, c'est différent. Occuper un poste de maire adjoint ou de conseiller et faire ses études en même temps, là, ça devient un peu plus compliqué. Donc oui, à minima, je vais continuer à militer, je vais continuer à propager l'avenir en commun. Maintenant, est-ce que je me vois élu plus tard ou est-ce que je me vois, après même les municipales, engager d'autres élections? Franchement, je ne sais pas. Ça va dépendre vraiment de mes études. Ok. Merci d'être venu pour répondre à nos questions. Merci de l'invitation. Du chat. Donc c'était l'Europe... Merci. Et l'Europe, bordel. Ah non, mais la S, s'il te plaît, merci. Voilà, non, pardon, on se parle avec la régie, il me met un petit mot pour que j'oublie rien du tout. Encore merci à Guillaume C et à Mazu pour leurs dons. Faut pas hésiter, faut faire. Oh, merci Pac-Man. Oh là là, ça y est, je crois qu'on a. Est-ce qu'on a rempli la barre là? Je ne sais pas. Ah non, il reste un peu, mais merci beaucoup Pac-Man. J'ai pas d'idée de message, mais écoute.
les C'est euros le don parlent le pour plus toi. Quoi. important. Merci beaucoup. Le prochain, donc je vous dis bonne soirée. Encore merci à Bonne toi, soirée. Landry. Le prochain live après le week-end, c'est encore les vacances parlementaires. Donc, soit il y a une libre antenne mardi, mais ça on ne sait pas. Soyez attentifs à nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook ou le Discord pour être informé des émissions. Donc, est-ce que Mathilde revient mardi? Vous le saurez très bientôt. Sinon, c'est Party Time jeudi à 14h30. Et bien sûr, et l'Europe Bordel à 18h30, où je sais déjà que j'ai une invitée. Il s'agira... Oh, est-ce que je le dis? Est-ce que je dis qui je reçois? Oui, allez, je recevrai la porte-parole de la liste Génération, Françoise Sivignon, qui donc nous fera le plaisir de venir jusqu'à Ivry sur le plateau d'Acropolis. Encore une fois, merci et bonne soirée, bon week-end. Des Bonne bisous soirée. à tout le monde. Merci d'être aussi nombreux et généreux. Salut.